Il y avait, je pense, une ligne directrice qui était l'éthique, la morale. Et ce côté moral se confondait à ce moment-là avec la gauche. Ça, c'était la ligne directrice. Je pense que je n'en ai jamais eu d'autre. Et c'est lorsque je me suis aperçu que je ne pouvais pas rester dans cette ligne que j'ai laissé le journal à d'autres. Jaco Grunewald, bonjour. Bonjour. Vous avez une formation de rabbin qui est incontournable dans votre carrière, dans votre vie. Alors, vous êtes rabbin, on le dit aussi. Je voudrais que l'on revienne sur les principales étapes de votre vie, les principaux carrefours de votre vie. Et je voudrais que l'on commence par la première période, à savoir la période qui a été marquante au début de votre jeunesse, la Shoah. Vous avez 11 ans lorsque la guerre se termine, vous avez vécu la Shoah. Comment vous avez vécu cette période ? Nous avons été évacués de Strasbourg comme tous les Alsaciens, pas seulement les Juifs, tous les Alsaciens. Les Juifs ont été regroupés à Limoges et à Périgueux. On est arrivé à Limoges en hiver, à l'époque de Hanouka, les pommes de terre étaient gelées, ça je m'en souviens très bien. Ensuite, pendant la guerre, lorsque la situation est devenue trop difficile, nos parents, puisque je suis parti avec mon frère aîné, en Suisse, soupçonné dans quelles conditions, n'est-ce pas, grâce à ces jeunes personnes dévouées qui risquaient leur vie et qui souvent l'ont perdu, n'est-ce pas, pour nous amener. Bon, mon frère, le malheur a voulu qu'il meure pendant que nous étions à Bâle. Oui, il avait une leucémie. Oui, je suis donc revenu seul à Limoges, juste après la guerre. Toute la France n'était pas encore libérée. Limoges était libérée. Je sais très bien qu'à Shabbat, nous sommes revenus en train. Oui. La Croix-Rouge nous a évacués. Dans le train, qui c'est que je retrouve? Celui qui m'a dit que tu étais mon meilleur ami, moi je ne l'ai pas reconnu à ce moment-là, c'était Josie Eisenberg, qui lui aussi était en Suisse. Vous étiez issu d'une famille ashkénaze pure alsacienne ? D'origine allemande. Et mon père, il y avait des histoires entre l'Alsace et Lorraine. On connaît bien cette histoire-là. N'est-ce pas? Mon père a encore fait son service militaire à la fin de 18 dans l'armée allemande. Et puis il a épousé une personne. Je ne sais pas si vous voyez le tableau là. C'est derrière, oui. N'est-ce pas? Jeune fille. C'était ma maman quand elle était petite. Nous avons continué à Limoges parce que ma maman n'a jamais voulu retourner en Alsace. Nous sommes quand même retournés parce que une occasion s'était offerte de diriger un petit hospice de vieillards, ce qui a fait que mes parents ont quitté Limoges et ont pris la direction de cette petite maison de Hegenheim. Là, ça s'appelait l'asile israélite. J'ai fait mes études à Limoges après la Shoah. J'ai créé un slip du Bnei Akiva. Je veux dire, c'était le début de mes activités communautaires. Un jour, dans le local qui servait de synagogue en semaine, eh bien, il y avait une affiche inscrivez-vous au séminaire, le judaïsme de France a besoin de vous. Vous voyez, une simple affiche comme ça, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, je me suis inscrit au séminaire. Au séminaire israélite de France. Israélite de France, de la rue Vauquelin à Paris. Alors, vous arrivez au séminaire rabbinique, et c'est à l'époque le grand rabbin Chili qui est le directeur du séminaire rabbinique. De l'époque du rabbin Chili, mes maîtres étaient les rabbins Guggenheim, Ernest Guggenheim, n'est-ce pas, le père du grand rabbin du grand rabbin de Paris actuellement, et le grand rabbin Touati. Et je suis très fier dans un cours de Bible que je donne ici tous les 15 jours, d'avoir parmi mes élèves ou mes auditeurs le fils de celui qui m'a initié à la Bible, qui était le grand rabbin Touati. Ça veut dire que c'était pas obligatoirement votre vocation d'être rabbin, ça s'est fait presque un peu sur un coup de tête? Non, c'était pas un coup de tête, c'était, je pense, le devoir vous appelle. Voilà. Une prise de conscience après la Shoah de venir... Ah oui, je me suis dit, bon,
Le judaïsme est devenu ce qu'il était. On a besoin. Bon, c'était l'enthousiasme de la jeunesse. Est-ce que je réagis de la même façon aujourd'hui, à mon âge? Je ne sais pas. Dans ce cadre du séminaire rabbinique, vous vous liez d'amitié. Qui sont vos amis les plus proches? Oui, il y avait quand même Josie que je retrouvais. Parce que vous connaissiez très bien Josy Eisenberg de Strasbourg. De Strasbourg. Voilà. On jouait ensemble. Ensuite, on jouait ensemble à Limoges. On avait une vieille bicyclette, on descendait les rues avec. Bon, ça, c'est le passé. Et puis, j'ai retrouvé, comme amitié nouvelle, j'avais Jérôme Cahen et puis Saül Naouri. Nous étions vraiment, je crois, unis. J'étais très heureux. J'étais très ignorant quand je suis arrivé au séminaire. Je n'avais pas profité des écoles juives qui existaient. Donc, mon père m'avait donné certains enseignements. Vous terminez le séminaire rabbinique vers la fin des années 50. Quelles sont les options qui s'ouvrent à vous? Alors, je termine. Alors, d'abord, j'ai fait une année de Montreux, de Yeshiva de Montreux, pendant mes études. Donc, c'est le séminaire qui m'a envoyé à Montreux. À Montreux, j'étais très heureux aussi. À rencontrer Moshe Botchko, diriger le Talmud Torah donc à Reims, un jour par semaine. Ensuite, il y avait l'appel du service militaire. Alors, je suis allé, j'ai été envoyé en Algérie, comme tout le monde. Vous étiez aumônier de l'armée française? Oui, absolument, du corps armé d'Alger. J'étais 27 mois. À la fin de la guerre d'Algérie, vous retournez en France ou avant même? Je m'étais engagé à la suite d'une lettre qu'il me l'avait proposée comme aumônier de la jeunesse à Strasbourg. Voilà, j'ai donc fait 1 ou 2 années d'aumônerie de la jeunesse. Sous l'autorité du grand rabbin Deutsch? Oui, absolument. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de quitter l'aumônerie. Est-ce que j'allais me diriger vers un rabbinat classique? Il faut se souvenir quel était l'état de la communauté française à ce moment-là. C'était le désert. L'Alsace, c'est exceptionnel. Mon oncle avait créé en décembre 1945 le premier journal juif, avait repris le premier juif pour l'Alsace et la Lorraine. Mais c'était un journal indépendant, puisque mon oncle Neftali Grunewald s'est engagé là-dedans. Le rédacteur en chef était le grand rabbin Deutsch. Et à un moment donné, mon oncle a voulu prendre sa retraite. Alors s'est posé pour moi la question, journal ou communauté? Et j'ai considéré qu'en tant que rabbin, je devais prendre la direction de ce journal parce que je me suis dit, si un journal arrive le vendredi soir alors que les synagogues sont désertes et qu'il arrive à un mi-gens, qu'il y a le commentaire, bon, alors peu à peu, n'est-ce pas, ce journal est devenu un journal qui, par moments, ne réfléchissait pas le fait que c'était un rabbin et qui les dirigeait, mais que c'était quelqu'un qui est devenu, ce faisant, journaliste. Voilà. Il y avait chez vous un zeste de désir d'être journaliste? Je pense que c'est venu par la part des choses. Maintenant, je pense que n'importe quel rabbin, dans une certaine mesure, a une fibre de journaliste. Je veux dire, le rabbin qui s'adresse à la communauté, qui parle à sa communauté. N'est-ce pas? Et finalement, c'est la même chose pour le journaliste. Le journaliste est heureux de pouvoir parler à des gens. Le journal est resté bimensuel au début. J'aurais été plus sage, je restais bimensuel d'ailleurs, mais enfin, on est devenu hebdomadaire en 68, je crois. Au début, c'était bulletin de nos communautés. J'ai gardé le nom bulletin de nos communautés. Et puis, à un moment donné, j'ai fait des suppléments régionaux. Et j'ai carrément écrit organe du judaïsme européen d'expression française. J'ai vu que personne ne protestait. Voilà, j'étais très heureux. J'avais donc un organe européen. Et puis ensuite, on a transformé en tribune juive TJ pour devenir hebdomadaire. Mais nous sommes toujours restés indépendants, n'est-ce pas? Et pour moi, c'était une ligne de conduite absolue. Quel était le message qui était important pour vous de faire passer à travers vos éditoriaux, les articles, les dossiers? Il y avait, je pense, une ligne directrice
qui était l'éthique, la morale. Lorsque je faisais des commentaires sous un pseudonyme sur la paracha, sous le nom d'Alexégète, l'exégète, n'est-ce pas? C'est un jeu de mots. Bon. Mais je me suis toujours attaché à essayer de trouver le côté moral. Et ce côté moral se confondait à ce moment-là avec la gauche. Ça, c'était la ligne directrice. Je pense que je n'en ai jamais eu d'autre. Et c'est lorsque je me suis aperçu que je ne pouvais pas rester dans cette ligne, n'est-ce pas? Et que de toute manière, les problèmes financiers concordaient avec cette impossibilité et que j'ai laissé le journal à d'autres. Prenons le cas où j'ai eu une réaction très vive, mais des deux côtés. Le côté sympathique était minoritaire, je le reconnais. Bon, c'était entre Rosh Hashanah et Kippour, lorsqu'il y a eu Sabra et Shatila. Oui, le fameux Kaddish pour un massacre. Oui, j'avais écrit Kaddish pour un massacre et j'ai eu tort, je pense, de le faire sur une page noire. Et cette page noire, entre Rosh Hashanah et Kippour, pour certains, n'est-ce pas, c'était un signe de malheur. Bon. Mais je me souviens que Edwin Ethan, qui était journaliste principal chez nous, avait rencontré Yudkowsky, qui était le rédacteur. Il était, lui, le correspondant de Yediot Aharonot en France. Et je sais que quelqu'un s'est plaint auprès de lui, en disant, mais vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a fait une page noire. Et Yudkowsky lui a répondu, vous vouliez qu'il fasse une page rose? Bon, alors il y avait cette page, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi un éditorial sur 2 pages. Et dans cet éditorial, j'expliquais. Je disais qu'à l'aune des nations, ce qui s'est passé, eh bien, est totalement indifférent quand on voit ce que les nations ont fait. Mais nous, en tant que juifs, etc., etc. Il y a une chose que j'ai apprise aussi. Après l'apparition de ce jour, après sa parution de Massacre pour un massacre, il y a eu une réunion à la communauté, réunion du FPJU, appel unifié, etc. Et alors on m'a interrogé, j'ai répondu, j'ai dit voilà. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a dit, écoutez, vous êtes journaliste, vous devez le savoir, mais nous, on ne veut pas le savoir. Et ça a été une grande leçon pour moi. Je ne dis pas que j'ai suivi cette leçon, mais j'ai compris. Les gens, souvent, ne veulent pas savoir. Vous sentez qu'il y a la tension grandit entre, on va dire, le cœur vif de la communauté, qui est plus, on va dire... Bon, là, il y a cette évolution qui va vers la droite. Ouais. Hein? Quand je dis vers la droite, ce n'est pas la droite politique, n'est-ce pas? Je parle de la droite, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on appelle ça la droite. Je me suis aperçu que personne en Israël ne sait ce que c'est que la gauche. C'est uniquement par rapport au système israélien qu'il y a gauche et droite. Mais savoir que la gauche était assise à gauche à l'Assemblée constituante, ça personne ne l'a su. Alors ici, il y a cette notion de gauche-droite, eh bien, cette évolution-là israélienne, n'est-ce pas, où les choses sont devenues plus carrées, plus radicales. On a oublié les nuances. Ça s'est reflété dans la communauté? Lorsque je pouvais défendre Israël, parce qu'Israël ne pouvait pas être attaqué, ou dans les grandes lignes. Alors à ce moment-là, la communauté me suivait entièrement, et elle avait besoin de moi, parce que je donnais un éclairage, parce que j'expliquais. On n'avait pas tous ces systèmes qui nous sont devenus familiers aujourd'hui. C'est totalement différent. Tribune Juive, dans ces années-là, on va dire les années 70, 80, peut-être même début des années 90, c'était l'organe de presse de référence de la communauté. Absolument. À tel point que vous avez été, on va dire, presque l'initiateur de ce qui est devenu par la suite le dîner du CRIF. Bon, c'est un peu accidentel. Je veux dire, nous avions invité le Premier ministre Mauroy, dont je viens de parler, pour le numéro 800 de Tribune Juive, à célébrer Hanouka avec nous. Et on avait un grand dîner avec Mauroy qui a célébré les Maccabées. On a fait ce repas avec... on a invité tous les gens qui voulaient, pas tous les gens, mais les gens qui partaient. On a invité des gens de la communauté, on avait des hommes politiques. Tous. Et alors Théo Klein, qui à cette époque-là était président du CRIF, a repris, n'est-ce pas, l'idée.
Et D'un dîner avec un Premier ministre. voilà. Vous quittez Tribune Juive, vous vendez Tribune Juive au début des années 90. Tenir financièrement un journal dans la communauté juive, c'est, on va dire, c'est obligatoirement perdre de l'argent? J'ai jamais eu le cœur à être intendant. C'est comme ça, j'étais pris par l'écriture, mais à un moment donné, c'est devenu très difficile lorsque, en plus, n'est-ce pas, je sentais que dans la communauté, eh bien, j'étais moins suivi parce que je pouvais poser des questions. Qui embarrassait. Je pouvais passer des questions sur la politique israélienne. J'ai dû arrêter Tribune Juive, mais j'ai veillé, et ça c'était j'ai veillé à ce que les abonnements continuent. Et j'ai mis dans Tribune Juive, disons les choses comme elles sont, j'ai mis tous mes biens, et puis j'ai arrêté, voilà. Alors on arrive à la troisième partie de notre entretien, votre alia en Israël, Oui. Au début des années 90. Ça faisait longtemps que je voulais venir en Israël, parce que justement le journal était devenu une charge. Ici, j'ai eu la chance en même temps de tomber au moment de la sortie du Talmud Steinsaltz en français. Alors, j'ai retrouvé là-bas Jean-Jacques Guggenheim. J'ai travaillé au début également dans ce travail. J'ai eu la chance de pouvoir écrire des livres. Voilà, c'était tout à fait autre chose. Alors, c'était des livres très divers. Voilà, aussi bien un livre sur des polars que un livre sur Jérusalem, et puis un livre qui d'un certain point de vue, a fait date aussi, qui était Shalom Jésus, lettre d'un rabbin d'aujourd'hui au rabbi de Nazareth, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors l'écriture, avec le recul du temps, c'est une passion pour vous? Oui, j'aime écrire. Alors je le fais aujourd'hui par des billets sur Facebook, mais qui ne sont absolument pas réguliers. Je l'ai fait en sortant des tiroirs et en retravaillant, parce que je voulais quand même le sortir. C'était un sourire en même temps qu'un message. Récemment, j'ai sorti donc un livre qui s'appelle Ne tirez pas sur le dentiste. Alors, c'est un livre qui associe le polar avec l'humour, mais qui a une ligne directrice, et mais ça c'est assez difficile à dire. Vous ne pouvez pas faire une publicité en disant je fais un polar, mais il y a là-dessous une idée qui est le respect de l'enveloppe charnelle. Et c'est ça pourtant qui guide, et qui est le leitmotiv du livre, du début à la fin. Ce sont des livres en général qui sont bien imprégnés d'humour. Hein. Vous êtes féru d'humour, vous aimez plaisanter, vous aimez écrire de manière humoristique? Avoir le sens de l'humour, ou s'efforcer d'avoir le sens de l'humour. Ne pas toujours prendre les choses au tragique. Et même dans le tragique, de voir une étincelle qui permette de sourire est une grande faveur. Et ceux qui ne font pas cet effort, dans une certaine mesure, je les plains. Voilà, là, aujourd'hui, je travaille depuis 6 ans sur le rire du Talmud. Il y a tellement d'humour dans le Talmud? Oui, je pense que les rabbins du Talmud, ou beaucoup de rabbins du Talmud, ont été habités par l'humour. Et lorsque vous prenez le Midrash, vous avez des auteurs qui ont très souvent souligné l'humour du Midrash, aussi bien Manitou que Jean-Georges Kahn, etc., que d'autres. Mais sur le Talmud même, je crois que le Talmud, sur de très nombreuses pages, est imprimé par l'humour. Voilà, je pense que l'humour juif n'est pas l'humour du Talmud, mais que l'humour juif a repris des pages du Talmud et qu'elle a fait des pastiches. Du haut de votre expérience, de votre vie, de votre carrière, de vos 92 ans, quel regard vous portez aujourd'hui, Jacob, sur l'État d'Israël? J'espère que la période actuelle qui va sur sa fin,
puisque les élections sont prévues cette année. J'espère que cette période pourra être mise entre parenthèses, parce que je suis totalement opposé à la réforme judiciaire. Je suis opposé à la manière de gouverner de Bibi Netanyahu. Je pense qu'on a régressé. Je pense que les libertés naturelles sont réduites et que l'équipe au pouvoir veut les réduire davantage encore jusqu'aux prochaines élections. Je pense qu'on a pris des ministres totalement irresponsables, uniquement pour des considérations personnelles et de coalition gouvernementale, et qu'on ne tient pas compte du fait qu'en Israël, presque un quart de la population est constituée par des citoyens arabes. Le 7 octobre, ça représente quoi pour vous? Le 7 octobre représente pour moi ce qu'elle a représenté pour tout le monde. Ce que je ne m'étais pas suffisamment rendu compte ici. Bon, il faut savoir aussi que je suis moins l'actualité. Bon, je suis abonné à Yediot Aharonot et à Haaretz. Il y a eu une dissonance sur deux plans, hein, entre la presse en France, entre les médias en France et les médias ici. Et la première dissonance, c'est que nous ne nous sommes pas rendus compte ici que l'antisémitisme a commencé, que l'antisémitisme dans sa façon la plus à la fois sotte et méprisable a commencé le 8 octobre. Ça, on ne s'en est pas rendu compte ici. En tout cas, ça n'a pas été réfléchi dans les journaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas voulu voir ici ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, nous, on ne veut pas savoir. Les médias ont eu peur de perdre leur rating, la télévision notamment, en montant par la suite ce qui se passait à Gaza. Alors qu'en France et partout ailleurs, ce n'est pas Israël qui intéressait les gens, c'était Gaza. Vous avez un regain formidable de connaissances juives. Lorsque vous regardez le nombre d'écrits, on ne peut pas suivre. Les travaux universitaires sont magnifiques, mais d'un autre côté, vous avez le côté haredi. Vous avez le côté haredi qui est totalement inadmissible sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. De dire que c'est l'étude dans les yeshivot qui influe sur le bon Dieu pour que le bon Dieu nous donne ici la paix. Nous sommes dans le canal de la superstition. Le progrès du judaïsme religieux, je pense qu'il est terni par cette superstition qui interdit aux gens de réfléchir de façon rationnelle autant qu'il est possible de réfléchir de façon rationnelle. Je ne dis pas qu'il faut réfléchir toujours de façon rationnelle. La tendance aujourd'hui du sionisme religieux, elle vous impressionne ou elle vous inquiète? Il y a les problèmes de la Judée-Samarie. Oui. Bon, si vous voulez, j'ai jamais été quelqu'un qui radicalement a été d'extrême gauche, n'est-ce pas, contre le peuplement en Judée-Samarie, non plus quelqu'un qui dit, voilà, on va s'installer à Gaza. Je suis entre les deux. Oui. Je ne satisfais que les personnes qui sont entre les deux. Mais entre les deux, c'est un éventail et qui est très large. Oui, mais par exemple, cette tendance dans le monde sioniste religieux aujourd'hui que l'on a pu voir, par exemple, ces dernières années, ces mobilisations dans l'armée, ces jeunes qui vont dans les unités combattantes, qui gravissent les échelons dans la hiérarchie militaire, qui sont presque omniprésents dans la société israélienne, c'est pour vous une forme, c'est quelque chose qui vous impressionne ou c'est au contraire le messianisme vous inquiète? C'est quelque chose qui est magnifique. Mais je considère que ce n'est pas le gouvernement, la majorité politique actuelle qui est responsable de la beauté de ce développement. Je dirais au contraire qu'elle l'a poignardé.
et qu'elle continue à la poignarder. À la fois par la réforme judiciaire, à la fois par le comportement scandaleux du ministre. Mais par exemple, je parlais du sionisme religieux, mais par exemple, je pensais même de la société israélienne du 8 octobre. Pas celle qui était sous le choc du 7 octobre, mais celle qui s'est ressaisie, celle que l'on a vu se mobiliser, pas seulement les centaines de milliers de réservistes, mais on va dire tous ces Israéliens qui sont allés au-devant de l'autre pour essayer de préparer des repas pour de multiples initiatives. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Je pense que l'Israélien ne vous dit pas nécessairement bonjour tous les matins, hein, et puis il vous bouscule dans la rue sans dire pardon, mais il est toujours à vos côtés. Si vous savez, bon, l'âge malgré tout fait son effet, alors je m'assois sur un banc, et il repasse, il dit « ça va? Vous avez besoin de quelque chose ?» Et donc, nous avons des exceptions, bien sûr. Mais de façon générale, des gens qui sont partis au combat, ils sont toujours partis au combat. Alors, les kibbutzim, en tant que kibbutzim, ont été remplacés, mais les kibbutzim eux-mêmes se dégradent. Je veux dire, il y a de moins en moins de kibbutzim qui ont gardé l'esprit du kibbutz. Dans ces kibbutzim, ils continuent à être à l'avant-garde des combats, est venu s'associer à cela, mais depuis des années déjà. Et tous ceux qu'on appelait les jeunes Akipa. Donc moi, je ne sens pas tellement un changement du 8 octobre. Parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, qu'Israël a toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous espérez de l'État d'Israël aujourd'hui? Le Tanakh, la Bible, a tout un programme pour l'État d'Israël. Or la Goyim, lumière des nations. Mais ça a commencé quand? Ça a commencé lorsque Abraham est intervenu pour Sodome et Gomorrhe et qu'il a dit, avec cette chutzpah qui caractérise les Juifs et qui doivent les caractériser, le maître de la justice ne ferait pas la justice. Tu vas détruire toute la population de Sodome, et nous savons très bien. Et si vous regardez les textes exactement, vous voyez que c'est ça la ligne directrice qui est dans la Bible, avec là aussi des parenthèses. Avec la Torah, dans la Torah, il y a des parenthèses que nous ne comprenons pas souvent, notamment parce que nous ne comprenons pas quel était l'état de la société il y a 3000 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire un combat? Quelle devait être la suite des combats? Comment devait se comporter Israël pour entrer, pour prendre possession du pays de Canaan? Et tout ça, ce sont des problèmes extrêmement centraux, mais qui en même temps, d'un point de vue théologique, posent des problèmes. Mais nous n'avons pas les réponses. C'est pour ça que je les mets entre parenthèses, parce que nous n'avons pas les réponses. Mais pas parce que nécessairement, je dis, qu'il y a eu ici une divergence fondamentale. Est-ce qu'il y a encore, Jaco, aujourd'hui, quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait? Écoutez, je pense que je me suis laissé distraire et que si je devais me revoir, eh bien, mes travaux d'écriture porteraient davantage sur le Talmud, sur l'environnement talmudique. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'étude du Talmud, pas de tout le Talmud. Vous avez beaucoup de pages qui sont très embêtantes, mais vous avez tant de pages, Midrash et Talmud, qui méritent d'être développées et à partir desquelles on peut écrire. Bon, ça, je sais que une fois que j'aurai fini mes rires du Talmud, ça s'arrêtera. Alors, un mot, quand vous regardez en arrière, vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, il y a une forme de satisfaction, peut-être même vos arrière-petits-enfants, je ne sais pas. Écoutez, quand j'avais mes difficultés financières, je suis entré dans une banque, demandé un crédit. Ils m'ont dit, quelles sont vos richesses?
J'ai dit, écoutez, ce sont mes enfants. Et ils n'ont pas voulu les accepter. Ce sont mes richesses. Mes richesses, mon épouse, ce sont mes enfants, les arrière-petits-enfants. Voilà. Et je suis très heureux qu'ils soient tous ici en Israël et qu'ils soient tous unis, quelles que puissent être les différences de conception qu'ils ont gardé grosso modo tous la voie du judaïsme et cela me remplit de bonheur. Merci beaucoup, Jaco. Merci à vous.